tous, c'est Sturi. Dans la nuit du vendredi 15 octobre au samedi 16 octobre, j'ai regardé SmackDown. Et tu as certainement perdu du temps parce que en face de ton Sport Entertainment, il y avait du vrai catch. Et comme vous l'avez bien compris, SmackDown faisait face à All Elite Rampage qui a commencé pendant la deuxième heure de SmackDown avec un show totalement gratuit sur YouTube, suivi par moins de 100 000 personnes. Oh, c'est petit ça. Oh, c'est petit, ça. Non, 100 000 personnes. Et attention, déjà, YouTube, c'est pas le même vecteur de communication que la télévision. Ah, ça cherche des excuses. Les gens qui réussissent dans la vie n'ont pas d'excuses. Bah, parce que toi, ton excuse, c'est de regarder SmackDown pour éviter de regarder l'un des meilleurs matchs de l'année. Tiens, d'ailleurs, c'était bien le chat pendant Minoru Suzuki contre Bryan Danielson, hein. À un moment, il va peut-être falloir reconnaître le chef tribal, qui, lui, intervenait dans la toute dernière partie de SmackDown, à savoir l'extension de 30 minutes qui était rajoutée au format 2 heures habituel sur cet épisode spécial diffusé sur FS1, qui, on le sait, fait normalement de moins grosses audiences que les diffusions sur la Fox. Avec cela dit, 30 minutes de contenu sans aucune coupure publicitaire, comprenant le combat entre Becky Lynch et Sasha Banks, et la signature de contrat entre d'un côté Brock Lesnar et l'actuel champion universel, celui que vous devez tous reconnaître comme l'unique chef tribal de toute la planète catch, ou désormais de toute la planète catch, Roman Reigns. Ah, Roman Reigns, tu veux parler du mec qui est arrivé numéro 2 derrière Kenny Omega, le meilleur catcheur de l'année selon Pro Wrestling Illustrated? Et parlons du chef tribal Roman Reigns, dont la dernière sortie médiatique a plutôt été remarquée sur la plateforme complex.com, où il a été bien entendu interrogé sur l'éventuelle compétition entre WWE d'un côté et All Elite Wrestling de l'autre. Et ce qu'il a répondu était assez tranché. De mon point de vue, je ne vois pas AEW comme une vraie concurrence, parce que je trouve que leur public est constitué de fans hardcore et du coup leur fanbase est bien moins catégorisée là où la WWE essaye de viser tout le monde. Nous essayons de viser le public mainstream, le fan ne s'intéresse pas forcément au catch. On essaye d'obtenir de nouveaux fans, tout en essayant de servir nos fans de longue date avec des histoires qui peuvent les captiver, ainsi les satisfaire. Ah, parce qu'il y a des histoires captivantes à la WWE maintenant. Quand le public est probablement le personnage principal de ton show, c'est bizarre, je trouve. Vous entendez ce public tout au long du show, vous l'entendez dans les critiques et dans les comparaisons. Je pense qu'on entend beaucoup leur public parce que ce qui se passe là-bas est frais, dans le sens nouveau. Ils sont un peu ces gamins cool qui viennent de débarquer en ville, et sont donc chouchoutés par les fans hardcore. Et franchement, pas de souci à ça, c'est cool. Je ne pense pas que les gens vont se plaindre qu'il y ait de nouvelles opportunités, donc ce n'est pas une mauvaise chose que de voir une nouvelle promotion, c'est même bien pour le catch en général. Mais évidemment que c'est une bonne nouvelle qu'il y ait des nouvelles opportunités. Y a pas besoin pour autant d'être condescendant et de rabaisser les fans de l'Elite Wrestling, qui sont probablement aussi des fans de WWE, pour le moment. Juste ces arguments qui la placent comme une concurrence sont étranges, parce que totalement biaisés. Si on parle de concurrence, il est vrai que dans notre vestiaire, certains doivent élever leur niveau et améliorer leur performance. Je peux cependant dire qu'il n'y a personne à la WWE, ni même ailleurs, qui est meilleur que moi. Quand on fait le bilan, je suis intouchable dans ce business. Ouais, on n'est pas une concurrence, mais cela dit, en à peine 2 ans, on a fait ce que vous étiez pas capable de faire pendant les 7 dernières années, à savoir faire revenir CM Punk dans le monde du catch. Ah, et à ce sujet, CM Punk a également eu le droit à sa petite attaque. Je n'ai pas vu un match complet de lui, j'ai vu un clip ou deux, mais pour moi, il a perdu le niveau. Et puis bon, on le sait, il s'est fait aussi tabasser à l'UFC. Je ne pense pas que quelqu'un de 90 kg tout trempé, sans cardio et sans explosivité puisse un jour me faire quelque chose. Regardez-moi, je fais 1m85, je pèse plus de 100 kg. Je suis un athlète légitime, qui peut jeter du poids et a été sur le terrain au plus haut niveau. J'aurais probablement maintenu la NFL si mes problèmes de santé ne s'étaient pas produits quand j'avais 22 ans. Je veux dire, lorsque nous en arrivons là, je pourrais le balayer, ainsi que tout leur roster, sans problème. Ah, ce sont juste des petits frères, vous savez. Ah, le chef tribal a parlé et a remis ses renégats en place. Il a remis les renégats en place, mais après qu'il aura affronté Brock Lesnar et Drew McIntyre, il restera qui? Chez All Elite Wrestling, il y a beaucoup plus d'adversité et surtout une plus large compétition. Cela dit, je dois bien admettre qu'avant le début du buy-in, j'ai fait comme tout le monde et je me suis connecté sur la première heure de SmackDown. Et cet épisode de SmackDown, qui va donc débuter 1 heure avant le début du buy-in de All Elite Wrestling Rampage sur YouTube, va s'ouvrir avec nul autre que The Rated R Superstar Edge, qui vient encore une fois teaser son affrontement avec Seth Rollins. On le sait, la semaine dernière, il l'a défié dans un combat Hell in a Cell, qui aura lieu en Arabie Saoudite, bien sûr. Gros clip de recap avec, évidemment, on nous remontre absolument tout ce qui s'est passé dans la storyline jusqu'à présent. Et Edge va, comme à chaque semaine où il a le droit à une promo dans le ring, poser exactement le même rythme, les mêmes intonations
les mêmes expressions faciales pour amener son point. Alors attention, c'est toujours très bien, c'est toujours très intense, et je dois bien admettre que pour ma part, cette formule tourne un peu en boucle, ce qui me permet de moins bien assimiler les promos et les intentions de Edge, qui va, en effet, admettre qu'il a fait une erreur au Madison Square Garden en sous-estimant Seth Rollins. Mais Seth Rollins avait fait cette même erreur au SummerSlam, où il avait clairement sous-estimé Edge. Ce qui rétablit un superbe équilibre, les deux catcheurs devront être particulièrement aux aguets, concentrés avant de s'affronter en Arabie Saoudite dans cette cage. Seth Rollins, qui écoutait tout ça très attentivement, répondra à Edge au début de la seconde heure de SmackDown. Demi-finale du King of the Ring, un match plutôt cool entre Finn Balor et Sami Zayn. Ça va durer 11 minutes 25, jusqu'à présent la version masculine du tournoi a vraiment donné des affiches assez cool, et justement pas mal de compétition, et ça c'est vraiment le bon point, soit tout à l'opposé de ce qu'on vit chaque semaine avec la version féminine du tournoi. On en reparlera. Finn Balor va disposer de Sami Zayn dans un finish plutôt haletant avec pas mal de suspense. Le prince va-t-il devenir roi alors que Sami Zayn, évidemment, il n'allait pas aller en Arabie Saoudite? Qui sera son adversaire en finale? La réponse lundi à Raw, où Xavier Woods fera face à Jinder Mahal. Mahal Balor? Tout au long de la soirée, on a également eu des clips de présentation pour les nouveaux arrivants du côté de SmackDown qui débarqueront la semaine prochaine. Drew McIntyre, Charlotte Flair, notre Irlandais préféré Sheamus ou encore Hitro, le groupe en provenance d'NXT. Gros clip de récap également sur toute la storyline entre d'un côté Paul Heyman qui est excellent de semaine en semaine et qui a le cul entre deux chaises, d'un côté Brock Lesnar, son ancien client, et de l'autre côté le Roman Reigns, le chef tribal, qu'on retrouvera bien entendu en fin d'épisode pour signature de contrat. Toujours dans cette première heure, Sonya Deville qui avait promis à Naomi de l'affronter en 1 contre 1, Naomi va faire son entrée, file the glow sa maman, sauf que Sonya Deville va venir habillée en civil et va apposer à Naomi un combat handicap contre Sonya Deville elle-même et Shayna Baszler. Oui, qui est arrivé dans le roster une semaine en avance. 2 minutes de match, Naomi a essayé de résister du mieux qu'elle pouvait, mais malheureusement sur une Kurifuda clutch, elle a perdu connaissance, Sonya Deville a remporté la victoire. En effet, c'est pas forcément très clean, c'est pas forcément très excitant non plus. Était-ce là une manière d'introduire Shayna Baszler dans son nouveau roster pour peut-être débarrer un programme avec Naomi? Est-ce que Naomi va sortir over de tout ça? Est-ce que Sonya Deville va vraiment faire un comeback sur les rings? Pourquoi je me pose toutes ces questions? Parce qu'inconsciemment, tu cherches déjà à améliorer un produit médiocre, alors que face à de la qualité, tu prendrais plus de plaisir à savourer. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai un buy-in à regarder. C'est le début de la seconde heure et Seth Rollins fait son entrée pour répondre à Edge. À quoi là? Je t'écoute pas là, Seth Rollins il va encore faire du blabla, nous raconter la même chose. Attends, nous on donne la chance au catch féminin dans des combats de plus de 2 minutes 30. Tayanara Conti contre Santana Garrett tout de suite dans le buy-in. Mais oui, mais c'est une promo de Seth Rollins, on voulait pas manquer ça, surtout que le point de Seth Rollins est très pertinent. À l'inverse de ce que tout le monde croit, il n'a pas peur de rentrer en Hell in a Cell contre Edge. Puis je sais, on peut avoir ses souvenirs Hell in a Cell, le film de la terreur de Seth Rollins qui en a chié dans son froc, mais c'est justement ce même Hell in a Cell qui a fait de lui l'homme qu'il est devenu, et dont visiblement il est très fier. Alors attention, hein, ils ont jamais évoqué le Fiend. Seth Rollins a juste remémoré sa dernière apparition à Hell in a Cell, ce qui était assez subtil. Bon, j'avoue, j'avais gardé une oreille sur la promo de Seth Rollins, qui était pas si mal. Mais voilà, c'était assez cool de voir Tayanara Conti contre Santana Garrett, dont le run à NXT nous avait un peu laissé sur notre faim. On l'a bien compris, son rôle était plutôt de mettre en avant Tayanara Conti dans sa potentielle implication dans le tournoi pour le championnat TBS. 4 minutes 42 de match, c'est sûr, mais c'est toujours plus que tout ce qu'on a vu dans le premier tour du Queen's Crown. Il y a une demi-finale qui doit encore se jouer, non? Le Queen's Crown, on va s'amuser. Zelina Vega contre Carmella, elles vont se rencontrer dans la Gorilla Position. Ouais, on va faire un match fair play, hein, parce que oui, elles semblent être bien copines. Et là, on se dit, merde, forcément, quelqu'un a un plan. Et j'ai personnellement trouvé que c'était une bonne manière de nous intriguer sur un potentiel accident de voiture. Soyons honnêtes. Savoir comment les créatifs se sont dépatouillés de cette histoire, quand on sait qu'à côté, bon, c'était Bobby Fish contre Lee Moriarty. Attends quoi? Zelina Vega contre Carmella, ça valait plus le coup d'œil que Lee Moriarty contre Bobby Fish. On a eu 8 minutes de match d'un combat super technique avec un Lee Moriarty qui continue d'impressionner et qui a posé pas mal de problèmes à un Bobby Fish que j'ai trouvé bien plus à l'aise que dans son combat contre Sammy Guevara. Et puis surtout, histoire de le builder et de le rendre crédible pour son combat qui l'attend le lendemain contre Bryan Danielson. Voilà, welcome to professional wrestling. Alors en effet, du côté de SmackDown, c'était welcome to the Roll-Up Zone City. Tentative de roll-up pour Zelina, tentative de roll-up pour Carmella, finalement personne ne prend réellement l'avantage, jusqu'à ce que Zelina parvienne à frapper Carmella au visage, ce qui l'a motivé à vouloir porter son fameux masque à la con. Sauf que voilà, la subtilité est là, c'est Liv Morgan qui lui a piqué son masque et qui lui a dit tu veux ton masque, tu veux ton masque. De ce fait, distraction, Carmella a été déstabilisée et elle a perdu dans un roll-up, toute l'histoire du match. Bon, ça a duré 2 minutes 40, ce qui en fait, cela dit, le deuxième match le plus long depuis le début du tournoi. Bon d'accord, Bobby Fish, Lee Moriarty, en effet, c'était mieux. Ah!
la voix de la raison. Mais est-ce que vous avez Happy Corbin et Riddick Moss qui viennent nous raconter des blagues? Attends, ils ont mis Happy Corbin et Riddick Moss alors que Bryan Danielson contre Minoru Suzuki allait commencer? Oui, mais pendant qu'ils racontaient leurs blagues, on a eu l'entrée de Rick Boogs, qui a introduit parfaitement Shinsuke Nakamura, qui a fait un tour complet du ring pour revenir sur la rampe d'entrée afin que Rick Boogs commence à jouer le thème des Street Profits. Ah bah ça a servi à rien. Enfin si, hein, juste à introduire les Street Profits qui vont dans un instant affronter les Usos pour les championnats par équipe dans un Street Fight. Et c'était parti pour peut-être l'un des premiers plus gros face-à-face de la soirée, avec d'un côté Minoru Suzuki contre Bryan Danielson, et les Street Profits contre les Usos. 11 minutes de match particulièrement chouette, où les Street Profits se sont montrés beaucoup plus agressifs que d'habitude, avec un Montez Ford qui continue évidemment d'épater la galerie. Malheureusement pour lui, neutralisé à l'extérieur du ring en fin de match, Angelo Dawkins en situation de 2 contre 1 n'a pas pu rivaliser avec toute l'expérience des Usos qui l'ont terminé avec un double super kick. La combinaison de splash des Usos qui remporte la victoire clean, mais les Street Profits seront, je pense, se relancer du côté de la branche rouge qu'ils rejoindront à partir de, non pas le prochain lundi, mais le lundi d'après. Bon, c'était honnête, hein, mais il a raison. Il fallait pas louper Bryan Danielson contre Minoru Suzuki. Ça fait 2 fois que t'es sympa. Parce que oui, Bryan Danielson contre Minoru Suzuki, ah là là, 20 minutes de match et c'était exactement ce que tout fan de catch qui s'était imaginé un jour voir le roi Minoru contre Bryan Danielson a tout simplement obtenu. Des échanges de coups très très rudes, de la technique au sol, on a pris son temps, on a beaucoup joué avec le public, il y avait évidemment cette espèce d'atmosphère un petit peu dream match parce que j'ai bien l'impression qu'à chaque fois que Bryan Danielson va venir se poser sur un ring de All Elite Wrestling, on va toujours avoir des affiches fraîches, et que tant que cette action se reproduise de semaine en semaine, de mois en mois, on va jamais se lasser. Peut-être un petit poil de regret sur la manière dont le finish a été amené. Parce qu'en effet, après des phases de slugfest totalement rassurantes sur une potentielle participation de Bryan Danielson à un show New Japan Pro Wrestling, ou même au G1 Climax de l'an prochain, tellement son style match parfaitement, juste la petite course dans les cordes avec le Busakoni en finale, ça semblait arriver à un moment un peu plat, surtout qu'il restait encore quelques minutes pour le buy-in, mais bon, on a été sympa, on a permis aux gens de regarder la fin du match entre les Usos et les Street Profits, ce que j'ai revu, qui était bien aussi, faut l'admettre. Et oui, comme quoi on peut être honnête, hein, c'est vrai que votre buy-in, il était pas si mal finalement. Dommage que vous pourriez pas en dire autant de la fin de Rampage. Putain, Masvidal, t'as fait quoi? Et on est lancé dans cette dernière demi-heure de programme qui fait face à AEW Rampage diffusé à ce moment-là sur la chaîne TNT, où Sasha Banks et Becky Lynch nous ont régalé d'un bijou de match, définitivement le meilleur de la soirée, avec Bianca Belair au commentaire qui jouera un rôle en effet dans la fin de match, histoire de protéger les défaites. Ça s'est pas fini en disqualification, c'est déjà une bonne chose. C'est plutôt Sasha Banks qui a campé le rôle de la babyface dans le match, rendant à plusieurs reprises des hommages à Eddie Guerrero, avec notamment les Three Amigos, ou encore un frog splash porté depuis la 3e corde. Becky Lynch, malgré tout resté très populaire auprès du public californien, va aussi réussir à choper quelques bonnes pop, mais son agacement constant va se faire ressentir et elle va commettre une erreur, et dès lors que l'action s'est dirigée vers l'extérieur du ring, Bianca Belair s'est retrouvée impliquée malgré elle. Sasha Banks elle a esquivé un coup et c'est Bianca Belair qui l'a pris et qui l'a vendu pendant longtemps. Dans le ring, une petite succession de faux finish. Becky Lynch en difficulté dans la prise de soumission de Sasha Banks va réussir à se cramponner au corps, puis également à l'escalier. Elle a voulu aller très très loin, tu vois, pour échapper à Sasha Banks. L'arbitre distrait ne voit pas le gros coup de tresse de Bianca Belair sur la main de Becky Lynch posée sur l'escalier, et Sasha Banks va en profiter pour porter le backstabber et remporter la victoire avec un compte de 3. Psychologiquement, Sasha Banks arrivera en Arabie Saoudite avec un avantage psychologique. Première défaite pour Becky Lynch, on verra comment elle réagira d'ici là, et la guerre semble loin d'être finie entre elle et Bianca Belair, même si on n'a pas eu le temps d'en voir beaucoup plus, parce que on était pressés, il restait un quart d'heure, et Adam Pearce et tous les techniciens, ils sont venus poser la table et les chaises pour la signature de contrat, ce qui avait l'air d'avoir un peu agacé Becky Lynch. Ah ouais, pas de coupure pub, mais leur gars laisse à désirer. Alors que du côté de Rampage, on a eu le droit à un super CM Punk contre Matt Sydal. Alors en effet, le résultat était couru d'avance. Cela dit, c'était une 4e expérience très intéressante pour CM Punk, avec un vétéran, à la fois un bon high flyer et aussi un très bon technicien, un super travail sur la jambe. Plus le temps passe, plus j'ai le sentiment que CM Punk monte en puissance, retrouve le rythme. Parce que oui, Roman Reigns, il a peut-être raison sur un point, c'est pas le CM Punk d'il y a 7 ans. Mais une fois la machine bien dépoussiérée, vous allez voir qu'on rigolera pas. Surtout CM Punk, comme l'avait dit Excalibur, t'as l'impression que le mec joue à domicile absolument partout. Becky Lynch, Sasha Banks, ouais, c'était pas mal. Avec Charlotte et Bianca Belair, elles foutent quand même un gap méga impressionnant à tout le reste de votre division féminine. Merde, peut-être à la nôtre aussi. Au moins, c'est honnête de l'admettre. Bon, vu que là, c'est Bunny contre Ubisoft, je vais quand même garder un œil sur la signature de contrat entre Roman Reigns et Brock Lesnar, on sait jamais.
Et la signature de contrat, on est parti, la longue entrée de Roman Reigns, accompagnée bien évidemment par Paul Heyman, puis l'entrée de Brock Lesnar, encore une fois, le grand sourire aux lèvres, très sûr de lui, qui lui aussi va prendre son temps, comme quoi on était pressé, mais peut-être pour pas grand chose, hein. On va essayer de nous divertir le plus possible avec des longues entrées, des deux plus grosses stars de WWE. Puisque globalement, dans ce segment de signature de contrat qui était original, on nous a peut-être un peu pris pour des cons. Roman Reigns, qui va être le premier à signer, va d'abord faire relire l'intégralité du contrat à Paul Heyman, qui va s'assurer que tout est bien en ordre pour autoriser Roman Reigns à signer le contrat. Hein, je vous rappelle, pour l'instant, on nous annonçait un match simple. Il n'y a pas de stipulation, il n'y a pas de no DQ, en tout cas, on nous a rien précisé. Et Brock Lesnar, tel un joueur de poker, va signer le contrat sans même le lire, tout en gardant, tu vois, dans le viseur un Roman Reigns qui semblait un peu nerveux. Qui va d'ailleurs amuser Roman Reigns de dire, mais vraiment t'es con, tu signes un contrat sans le lire, vraiment? Quel genre de personne fait ça? Absolument tout le monde. Et Brock Lesnar, pour jouer avec les sentiments de Roman Reigns, va utiliser la corde sensible, à savoir Paul Heyman, en disant si, je l'ai bien lu le contrat ce matin, avec mon avocat, Paul Heyman. Et il se casse. Et il laisse comme ça Roman Reigns tout seul qui est dégoûté. Comment ça avec mon avocat? Comment ça? Mais vous avez signé un contrat pour un match simple. Je veux bien qu'il y ait une idée un petit peu cool dans l'idée. Ouais, Paul Heyman, où est ta fidélité? Est-ce qu'elle est avec Roman? Est-ce qu'elle est avec Brock Lesnar? Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce contrat? C'est méga frustrant. On sait pas. Ou alors on s'est fait piéger et on va avoir un gros reveal lors de l'Arabie Saoudite pour trouver une manière de protéger habilement Roman Reigns, qui devrait conserver le championnat. Et je pense également la garde de Paul Heyman, parce que, j'en reparlerai dans le Sturis Stradamus, je ne vois pas Paul Heyman abandonner le chef tribal maintenant au profit de Brock Lesnar. Ainsi s'achève cet épisode de SmackDown face... C'est quoi vous, Rubisso contre le lapin Ah! Oh bah figure-toi que c'était pas si mal. On a eu 8 minutes de match, les combinaisons étaient plutôt fluides, peut-être un des combats les plus intéressants de The Bunny depuis qu'elle est dans la compagnie. En même temps, j'avais l'impression qu'on partait de loin. Rubisso parvient à remporter la victoire pour respecter une certaine logique, puis se fera attaquer par Penelope Ford qui viendra prêter main forte à sa copine The Bunny et porter un coup de poing américain à Rubisso et y a personne qui est venu l'aider. Vraiment? Et avant de parler de ce main event, on nous a remontré toute la carte pour ce soir Dynamite, Dante Martin contre Malakai Black, les Lucha Brothers qui défendent les championnats par équipe AAA contre des potes à Andrade, on les connaît pas, des mecs masqués, on découvrira. Le reveal des participations au tournoi déterminant un nouvel aspirant numéro 1 au championnat d'All Elite Wrestling, comme l'an passé où Kenny Omega avait battu Hangman Page en finale. Un an plus tard, ils vont s'affronter à Full Gear, c'est quand même pas mal. John Moxley affrontera également Wheeler Yuta, Kiera Hogan face à Penelope Ford et Bryan Danielson déjà annoncé contre Bobby Fish. On a également appris que lors de l'épisode de Rampage de la semaine prochaine, on aurait une revanche entre Andrade, El Idolo et Pac. Allez, le main event, avec la traditionnelle interview de Mark Henry. D'un côté, Chris Jericho, Jack Hager et Sammy Guevara, les babyface de l'affaire, le Inner Circle, contre les Men of the Year, Scorpio Sky et Ethan Page, qui font équipe exceptionnellement, ou peut-être que ça durera, avec l'ancien champion heavyweight de l'UFC, Monsieur Junior Dos Santos, dont c'est les débuts dans le ring. Et je dois bien admettre que... non, Junior Dos Santos, il était pas prêt. Alors il a travaillé, c'était pas non plus un scandale. Bon, ce qui m'a déjà bloqué dès le départ, c'est sa tenue. J'avais l'impression que le mec était venu en claquettes chaussettes avec son short de bain. Un peu décontenançant, et surtout quand t'es un mec qui vient du free fight, si t'es le public, tu t'attends à ce que le mec sache porter des strikes plutôt crédibles. Et justement, le problème de Junior Dos Santos, c'est que aucun de ses coups de poing, aucune de ses attaques, mis à part un power slam, m'a semblé particulièrement crédible. Et la longue hit sur Chris Jericho a pas particulièrement aidé, on a eu quand même des beaux hot tags avec un Sammy Guevara qui a été assez explosif, Jake Hager que j'ai trouvé assez honnête, la fan match quand tout s'est agité au niveau des hot tags, la production ils ont merdé des trucs, on a raté totalement un spot visiblement à l'extérieur du ring de Sammy Guevara que j'ai jamais eu l'occasion de revoir parce qu'on était focus sur Jake Hager et Junior Dos Santos qui vont finir par passer ensemble à travers une table. Et on a loupé le spot de Sammy Guevara. Bon. Ceci dit, j'ai quand même envie de mettre en avant la hit sidérale et les huées massives du public envers Dan Lambert. La fan match impliquera une distraction de Paige Van Zandt qui va permettre à Jorge Masvidal, que j'attendais un petit peu plus pour le coup, de monter dans le ring et de porter un coup de genou, visiblement, à Chris Jericho qui a entraîné sa défaite. Ouais. Le problème c'est que la gueule du coup de genou... Ah, de ce fait, ça avait pas l'air fameux, hein. Mais non, vous pouvez pas présenter Jorge Masvidal, le mec qui a le KO le plus rapide de l'histoire de l'UFC, en plus de ça, avec un coup de genou dont on avait revu les images dans tous les sens tellement c'était incroyable. Ah ça, un truc qui passe à des kilomètres de la tête de Jericho et qui a été produit avec le cul. Je sais bien que c'est du direct et qu'on peut pas toujours avoir le
le meilleur angle de caméra. Ce qu'on a vu dans le ring, c'était moyen, et même si on a Santana et Ortiz qui sont venus faire le save quand il y a eu le gros beatdown, si en effet pour Full Gear, il nous amène ce qui semble être un gros 5 contre 5 entre d'un côté la team à Lambert et de l'autre côté Inner Circle, je vous avoue que je vais être le premier déçu. Et je dois bien vous l'avouer que j'ai préféré le buy-in au show principal. Et rendez-vous évidemment en début de semaine prochaine pour avoir les ratings définitifs et s'attendre bien évidemment à une victoire incontestée du show bleu. Mais m'enlevez pas de l'idée que vous avez sorti les grands moyens. 3 bons matchs de catch sur un épisode de SmackDown. Faut bien l'admettre. Et cela dit, alors t'as été honnête, j'ai essayé de l'être aussi. Est-ce qu'on peut pas dire que ce soir, c'est le catch qui a gagné? Ça j'aime bien, c'est le catch qui a gagné. Que vous soyez fan de WWE ou de All Elite, vous avez bien compris que ce soir, on était fans tous les deux du catch. Puisqu'on est la même personne! C'est moi! C'est du montage! Et ça sera moi également avec mon t-shirt Bloodline qui vous fera demain la review d'AEW Dynamite qui est diffusée, et oui, exceptionnellement dans la nuit de samedi à dimanche. Sur ce, tout le monde reste fort, et surtout le catch! Hein, les phrases toutes faites. Ah, le catch va gagner, le catch. C'était Sturi! Et c'était Sturi aussi! Ciao, bye bye!